Cette semaine, au Zoom Appalaches, j'ai le plaisir de recevoir le président de l'Union des producteurs agricoles, M. Marcel Groslot, un gars de chez nous. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. On s'est vu au mois de décembre où on a parlé du congrès et de l'ALENA. Oui, c'est ça. Sans faire une rétrospective de l'année 2017, j'aimerais ça revenir sur certains éléments ou certaines actions, certains commentaires que tu as pu faire durant l'année 2017. Et je recule de 6 mois. Au mois de juin, tu es allé en Finlande. Oui, c'est vrai. J'imagine que c'est un beau pays. Ben, ça ressemble beaucoup au Canada, au Parce Québec. qu'on est pas mal à la même hauteur. Oui, c'est ça. Au niveau de la végétation, c'est des conifères, il n'y a pas d'érablières. C'est un peu plus froid qu'ici. Les journées sont... On était là-bas en juin et les journées étaient longues, beaucoup plus longues qu'ici. Oui. Le soleil se lève encore plus tôt qu'ici, puis se couche plus tard. Donc, oui. Alors, il y avait justement en Finlande, au mois de juin, l'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale des agriculteurs. Oui. Et on traitait du sujet suivant, le partage équitable des revenus du marché jusqu'aux producteurs. Et toi, tu t'es permis de dire, quand tu es revenu, qu'il y avait une part de ce qui s'était discuté qui relevait de la pensée magique. Oui. Alors, explique-moi. Il faut remettre ça dans le contexte. Dans le contexte, là. C'est que les gens qui parlaient de meilleur partage du marché le justifiaient ou disaient on y arrivera pour les agriculteurs si on augmente notre compétitivité, si les fermes sont plus grosses, si on est capable d'être meilleur que notre le producteur voisin. Là. Alors moi je disais en agriculture on est des preneurs de prix. Au niveau économique, c'est que nous, on ne contrôle pas la quantité qu'on va produire. Au niveau des céréales, par exemple, d'une année à l'autre, ma production peut varier du simple au double à cause de la météo et toutes sortes de choses. On ne contrôle pas le prix non plus, parce que quand je dois vendre, quand ma récolte est faite, je dois vendre. Je ne peux pas emmagasiner pendant des années le temps que les prix s'améliorent, parce que je dois semer l'année prochaine, j'ai besoin de liquidité. Donc, on doit vendre. J'ai des dettes à rembourser. Alors, même si ce n'est pas le prix optimal ou idéal, très souvent, les producteurs sont obligés de vendre. Alors, l'autre élément, c'est on est des millions de producteurs agricoles sur la Terre. Les marchés sont ouverts maintenant. Et on n'est pas en relation les uns avec les autres, puis on n'est pas coordonnés les uns avec les autres. Alors, si on décide une année, le prix du maïs était bon l'année passée, tout le monde, ou depuis 2-3 ans, le prix du maïs est bon, je fais du maïs, et que tout le monde prend cette décision-là en même temps, bon, on va faire s'effondrer le prix du maïs. Alors, c'est pour ça que les agriculteurs sont très vulnérables. Un produit périssable, c'est un peu comme les pêcheurs. Un produit périssable, peu de prévisibilité au niveau de la quantité produite et aucune prévisibilité au niveau du prix qu'ils vont obtenir quand ils mettent en production. Alors, ces 3 éléments-là font que les agriculteurs sont très vulnérables dans la filière agroalimentaire et de prétendre que juste parce qu'on est plus gros, on va avoir une meilleure partie du dollar du consommateur, bien, ça relève un peu de la pensée magique. Est-ce que c'est justement, on dit Organisation mondiale des agriculteurs. Oui. Donc, est-ce que c'est justement cette organisation-là a pour but d'essayer de coordonner? Non, c'est plus un échange, une organisation où on peut échanger entre les producteurs de partout sur la Terre. Donc, le Canada, on est là, les États-Unis sont là, les pays européens, certains pays asiatiques, africains, sud-américains aussi. Donc, ça permet on a des ateliers, on choisit des sujets, puis là, on aborde ces sujets-là selon le contexte de chacun dans son milieu. Là. Alors, c'est intéressant pour ça. Oui. Puis, on a une politique commerciale qui a été élaborée au début de l'organisation a 6 ans maintenant. Au début de l'organisation, on s'est doté d'une politique de commerce, parce que pour déterminer nos positions lorsque des négociations de commerce international. Mais c'est une politique qui va pas très loin, là, qui
qui fait état de la situation, puis qui révèle en fait la vulnérabilité des producteurs agricoles dans les ententes commerciales. Ouais. Alors, si je comprends bien, c'est positif de participer à ce genre de rencontres qui se déroulent, j'imagine, à différents pays. Ben, c'est une fois par année, un congrès annuel qui se déplace. Alors, le prochain, en 2018, là, serait en Russie. En Russie. Oui, ça fait que là, ça sera une occasion d'aller voir... je ne sais pas où on nous invitera en Russie, là, mais ça sera une occasion d'y aller. Au mois de septembre, l'UPA, vous avez effectué une consultation sur le plan de financement. Oui. Et là, je donne juste des chiffres pour mieux situer peut-être le téléspectateur. Le budget de la Confédération, des 12 fédérations et de l'ensemble des syndicats, vous avez un budget de 22 millions de dollars à peu près. 22-24 millions, là, ça peut varier. Et ça représente le quart de 1 des revenus agricoles. Et pour toi, ça, c'est un coût très raisonnable. Oui, parce que quand on se compare au milieu syndical ouvrier, par exemple, c'est plus entre 1,5 et 2 des revenus qu'un travailleur verse à son syndicat. Alors que dans notre cas, c'est sûr que la production agricole, ce n'est pas le revenu des producteurs agricoles, là. Alors, dans notre cas, c'est 0,25, 0,30 de 1 des revenus agricoles. Alors, moi, je trouve ça très abordable, très raisonnable comme coût. Et quand on regarde qu'est-ce que ça nous permet, parler d'une voie, pas d'une voie unique, parce qu'il y a des divergences à l'intérieur de l'organisation, mais la plupart du temps, on arrive à faire des consensus entre nous. Et ça fait donc que lorsqu'on s'adresse au gouvernement, c'est une voie qui est forte, puisqu'il y a eu un consensus entre nous préalablement. Ça nous permet d'intervenir sur les programmes agricoles. Juste le programme de remboursement des taxes foncières agricoles, je le disais dans l'émission de décembre, c'est 150 millions de dollars. Donc, juste ça, c'est plusieurs fois le budget de l'UPA. Et c'est grâce à l'UPA qu'on a toujours convaincu le gouvernement de la nécessité de soutenir les agriculteurs dans ce... Là, si je vois dans les assurances récoltes et autres. Donc, c'est sûr que le retour pour les producteurs agricoles est de beaucoup supérieur au coût de l'organisation. Et en quoi consistait la consultation? En fait, à chaque 5 ans, on établit un plan de financement pour les 5 prochaines années. Donc, ce n'est pas année par année qu'on décide des besoins de l'organisation. On fait une table de travail qui réunit les différents groupes, puis on analyse les besoins de l'organisation pour les 5 prochaines années, puis mais aussi les capacités des producteurs de soutenir l'organisation, parce qu'il y a un compromis à faire là-dedans aussi. Et on en arrive à une entente et on arrive à soumettre aux producteurs un plan de financement pour les 5 ans. Puis, ça prend leur appui pour pouvoir procéder. Donc, c'est très démocratique comme mécanisme, là. Donc, vous avez un peu moins de 25 millions de dollars de budget pour l'ensemble. C'est ça, c'est ça. Puis ça, c'est la moitié juste pour le salaire du président, j'imagine? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que là, j'ai appris, justement, on parlait de ça au mois de décembre. On a 92 syndicats locaux. Oui. On a 12 fédérations régionales. Puis on a la Confédération. Alors, c'est sûr qu'à la Confédération, on a un service de recherche et de développement des politiques agricoles. On a un service de communication et vie syndicale. On a un service aussi on fait aussi service... on rend des services au niveau de la gestion des ressources humaines. On a des centres d'emploi agricole. On a dans nos régions des centres de fiscalité et de comptabilité agricole. Alors, les revenus de l'UPA, c'est plus que ça parce qu'on vend en service aux agriculteurs beaucoup plus. Ah oui. Par exemple, on a 9000 clients dans nos services de fiscalité et de comptabilité agricole. Donc, on a des comptables qui sont spécialistes en agriculture, des fiscalistes spécialistes en agriculture. On a de l'aménagement du territoire aussi. Donc, c'est des services qu'on vend aux producteurs, spécialisés qu'on vend aux producteurs aussi, en étant situés dans toutes les régions du Québec. Et la Confédération, son siège social est toujours à Longueuil? À Longueuil, oui, c'est ça. Donc, ton bureau est à Longueuil? Mon bureau est à Longueuil, oui, c'est ça. Au mois de décembre, on est rendu en décembre. Déjà? C'est pire, il y a un mois à peine. Il y a eu, pendant le congrès, on dévoile quelle est la famille qui devient la famille agricole de l'année. Et cette année, je crois que tu les connais, hein? C'est un monsieur Normand Berthiaume,
patriarche de la famille agricole de l'année de Saint-Élyséard, Ouais, tout près donc d'ici. en Chaudière-Appalaches, Ouais. tout près d'ici. Près d'ici. Et toi, tu as parlé d'un homme exceptionnel. Ben, en fait, Une famille, le concours de la famille agricole existe depuis 62 ans. On l'a Québec. déjà gagné dans la région. Oui, Hein? 2 fois. À ma connaissance, 2 fois. La famille Coupard et la famille Labranche. Coupard de Thetford Mines, Oui, anciennement Rivière-Blanche. oui, mais Et un de tes voisins? Oui, absolument. Et la famille Labranche à Saint-Adrien-d'Irlande. Oui. Jeanne Labranche et ses fils, Claude et Laurent, qui sont en production agricole. Puis aussi sa fille, la ferme Nadeau, les fraises, ici, à Chemin des Bois-Frères. Ah oui? C'est une des... Ah, sa la ferme à Mario? Oui, la ferme à Mario. Elle, c'est une Labranche. Donc, Oui. il y avait, ils ont gagné. Donc, mais le concours a 62 ans. Et cette année, c'est une famille de Saint-Élyséard-de-Beauce. Le père s'appelle Normand Berthiaume. Moi, je connais ses fils bon, Cécilien et Mario. Mais souvent, la famille agricole, c'est des gens qu'on connaît, les agriculteurs connaissent parce que c'est des gens qui ont rayonné à travers le Québec parce qu'ils sont impliqués. C'est des générations qui se sont succédées. Donc, et M. Berthiaume, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à cette occasion-là. C'est un homme qui a une mémoire phénoménale. Il a un amour, une passion pour l'agriculture qui s'est jamais, qui est toujours aussi forte, aussi puissante. Il a eu des épreuves dans sa vie, mais ils les ont toujours traversées en famille. Il a transmis cette passion-là à ses enfants. Puis ses enfants, c'est vraiment là, et ses petits-enfants maintenant, que je connais aussi. C'est vraiment une belle famille. Ouais. Et quel genre de ferme est-ce que Porcine, avicole et laitière. Donc, ils se sont diversifiés dans ces 3 productions-là. Et la 3e génération là, est déjà impliquée sur la ferme. Ah, bon. Et acéricole aussi. Donc, c'est... Ouais. Et il y a combien à peu près de fermes qui participent annuellement? Est-ce que c'est très populaire? Bien, c'est sûr qu'il y a des années où on a dû peut-être solliciter, regarde, oui. tu devrais déposer ta candidature, vous avez une belle famille. Parce que les gens sont un peu gênés de dire, bon, on pourrait être la famille agricole de l'année. Tu sais. Alors, mais là, depuis quelques années, on dévoile les gagnants lors du congrès de l'UPA. Puis on fait une fête aussi. En avril, il va y avoir une fête à Saint-Élyséard pour souligner la famille avec les gens de leur milieu. Puis on fait une vidéo. Si vous allez sur le site de l'UPA, puis vous voulez un peu voir qui est la famille, vous allez avoir une vidéo qui a été tournée sur la ferme avec la famille pour montrer un peu qui ils sont. Alors, on a valorisé le concours et là, on a plus de facilité à... Les candidats se présentent d'eux-mêmes maintenant. Là. Puis à chaque année, c'est une surprise. Moi, on me cache les candidats jusqu'à la fin qu'on ait trouvé le gagnant qu'on va célébrer cette année. Mais c'est très... les gens peuvent s'inscrire. Là, ça ne sera pas publié dans le journal si vous n'avez pas gagné ou si vous avez mis votre candidature. On protège les familles qui déposent leur candidature. Puis c'est un comité, je suppose, indépendant qui fait... C'est ça. Mais avec des gens en fait, on a connaissent le milieu. La fondation de la famille terrienne, c'est la Coop fédérée, c'est le Mouvement des Jardins et c'est l'UPA. Alors, la fondation chapeaute le concours Famille agricole de l'année. Donc, mais je tiens à le dire, là, nos 2 partenaires, c'est la Coop fédérée et le Mouvement des Jardins. Et est-ce que la famille agricole reçoit un prix, une bourse? Des honneurs. Ou les honneurs? Des honneurs. Okay. Des honneurs. Alors, tu vas mentionner qu'on pouvait aller sur le site. Oui. Moi, je peux te dire que quand je sais que tu viens me voir, je m'alimente au upa.ca ou point... c'est facile maintenant avec Google, tu fais UPA. On met UPA et puis on tombe sur le site et il est très bien fait. Il est facile parce que moi, il ne faut pas que ça soit difficile. Et je m'alimente beaucoup sur le site pour dire, je vais, comme quand on s'est rencontrés au mois de décembre, tout ce qu'il y avait sur le congrès, je l'ai tout sorti sur imprimante de façon à ce que je sois en mesure d'en parler adéquatement avec le président. C'est ça. Puis on a une page Facebook, puis on a un compte Twitter, puis le président aussi. Là. Mais toute l'information est là. Et il y a plusieurs vidéos aussi, des petites capsules, on appelle ça « Vos agriculteurs ».
Ah oui? Et ce sont des gens qui, bon, ils ont fait des choses, puis on présente les différentes productions. Puis aujourd'hui, avec les médias sociaux, on peut aller beaucoup plus loin. Ouais. Ouais. Au mois de décembre également, Oui. il y a François Enfield et Véronique Bouchard qui sont les gagnants du concours national des jeunes agriculteurs d'élite. Eux autres, ils ont la ferme aux petits oignons depuis une dizaine d'années. Ils cultivent 35 sortes de légumes. Et encore là, toi, tu as dit que c'est un couple très inspirant pour les jeunes désireux de faire de l'agriculture leur métier. Tu les connais? Oui, moi je les connais. J'ai connu François il y a quelques années, sa conjointe. Cette ferme-là, ils ont démarré de rien, eux, là. Donc, des fois, on dit que c'est pas possible de démarrer en agriculture. Quand tu as un projet qui est solide, tu as les compétences, puis tu as étudié ton marché, c'est possible de démarrer en agriculture. Eux ont démarré une ferme maraîchère selon la formule fermier de famille. Donc, ils ont des clients à qui ils vendent un panier de légumes à chaque semaine. Et ces clients-là sont abonnés à cette ferme-là. Donc, ça assure un revenu à l'entreprise pour que l'entreprise ait des liquidités. Parce qu'on verse une partie de nos achats, les coûts de nos achats, on en verse une partie en début de saison. Lui, ça lui donne la liquidité pour faire ses travaux, payer sa main-d'œuvre. Donc, il dépend moins du financement des institutions financières. Et à chaque semaine, on va chercher notre panier. Puis, il a commencé comme ça. Et aujourd'hui, la ferme a pris de l'expansion. Il est très présent au marché public à Mont-Tremblant. Parce qu'il vient de cette région-là. Oui, bien, il ne vient pas de la région, mais il s'est installé là-bas parce que lui, il a vu que là-bas, il y avait un marché intéressant avec les villégiateurs. Il y a beaucoup de chalets, il y a beaucoup. Donc, les fins de semaine, les ventes sont très fortes. Puis, il a atteint presque maintenant, il n'est pas loin du million de chiffre d'affaires sur quelques hectares. Et il a présenté sa candidature pour le concours Jeunes agriculteurs d'élite. Et donc, il a gagné au Québec parce qu'il y avait 3 candidats au Québec qui avaient postulé. Cette ferme-là a gagné au Québec. Et dans une compétition nationale, il a gagné également. Ah oui? Oui. Alors, c'est une reconnaissance canadienne. Ce n'est pas uniquement québécoise. Oui. Il avait passé l'étape du Québec et il est le jeune agriculteur d'élite 2017 Canada. Ah bon? Avec ex aequo avec un producteur de la Saskatchewan. Donc, c'est vraiment, tu sais, d'où il est parti et en seulement 10 ans atteindre ce niveau d'excellence-là, c'est exceptionnel, là. Oui, alors c'est pour ça qu'il est reconnu, c'est ça. Non seulement sur le plan provincial, mais national. C'est ça. Quand tu parles de vente de paniers, on a ici à Saint-Jacques-de-Leeds un maraîcher là, qui vend ses paniers. Nous, on est abonnés. Mon épouse et moi, on est abonnés à ce maraîcher de famille-là, Timothée. Oui. Moi, je trouve ça, c'est vraiment une belle façon d'encourager l'agriculture locale, ça. Et je dois le dire aussi, là, c'est Équiterre qui est derrière le développement de ce type d'agriculture-là. Alors, Équiterre, c'est un groupe avec qui on travaille, l'UPA, assez souvent. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on travaille souvent ensemble. Et c'est vraiment un groupe qui fait des belles choses pour la société Équiterre. Alors, tu disais justement que c'était inspirant pour les jeunes désireux de faire de l'agriculture leur métier. Et nous, au mois de novembre, ici dans la région, très précisément à Sacré-Cœur-de-Marie, là, dans la municipalité d'Adstock, il y a eu le lancement de l'incubateur agroalimentaire par le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches. J'imagine que toi, ça, c'est un plus. Et ça, c'est un investissement de la région. Michel Nadeau a travaillé beaucoup pour... le président de l'UPA. Local, là. Oui. Il a travaillé beaucoup pour ça. Il a... Michel avait cette vision-là de développer un incubateur pour permettre à des jeunes de développer leur expertise, puis après ça, éventuellement, d'être capable de partir à leur compte. Donc, l'incubateur va fournir, il y a un terrain, il y a une serre, et ça, c'est un peu, dans d'autres régions, il y en a aussi. Coaticook a commencé comme ça aussi. C'est une forme de ferme-école. Oui, ils appellent ça la terre-école, justement. C'est une ferme-école, puis qui permet à des jeunes de... Parce que c'est pas évident de démarrer en agriculture, puis tu peux pas être bon juste dans 5 ans si tu es un maraîcher, là.
faut que tu sois bon la première année, là. Alors, une ferme comme celle-là va permettre à des jeunes de s'approprier le métier, de mettre à... C'est sûr que c'est des jeunes qui vont avoir été à l'école auparavant, donc ils vont arriver avec leurs connaissances, ils vont faire leur expérience, et quand ils vont être prêts à partir à leur compte, bien, les institutions financières vont avoir plus de facilité à leur faire confiance parce qu'ils vont avoir acquis les connaissances et l'expérience. Puis il y a le service de maillage entre les propriétaires et les aspirants agriculteurs. C'est ça. Parce que dans la région, on a des fermes qui sont... Mais ça commence, là, ça s'en vient de plus en plus. Oui. Puis dans la politique alimentaire que M. Lessard a proposée, là, il va y avoir un volet qui va favoriser l'agriculture locale. Ça a été annoncé. On ne le connaît pas encore dans ses détails, mais il va y avoir un volet là-dessus. Oui, puis d'ailleurs, il y a 3 services. Hein? On parlait de la terre-école en certification biologique. On vient de parler du maillage. Et il y a le service d'accompagnement au démarrage de projets agricoles. C'est ça. Non, c'est super. C'est vraiment là, tout mon chapeau. Moi, je lève mon chapeau à un gars comme Michel Nadeau qui a travaillé vraiment fort pour ça. Mais on a fait une série d'émissions sur le PDZA qu'on parle. Là. C'est ça. Et je veux dire, tous les intervenants du milieu ont collaboré, se sont donné la main. Puis là, c'est les consommateurs qu'il faut qu'ils soient là. Parce que là, on va mettre en place, idéalement, des nouvelles entreprises agricoles. Puis, ils vont avoir besoin, eux, que les consommateurs achètent leurs produits. C'est pour ça qu'une politique alimentaire, puis nous, notre slogan l'an passé, puis encore cette année, c'est « On fait tous partie de la recette ». Tous partie de la recette, c'est aussi le consommateur. Oui. Le consommateur, il faut qu'il choisisse les produits locaux et les produits québécois. Je ne dis pas à n'importe quel prix, mais il faut qu'il fasse un choix d'encourager sa localité, son économie, ses agriculteurs. Il nous reste 3 minutes. Oui. Samedi qui vient, là, puisqu'on est dans la mi-janvier, là, tu vas prononcer une courte allocution sur l'ALENA dans le cadre d'une dégustation vin fromage au profit des Jeux du Québec qui vont avoir lieu au mois de juillet. Là. Explique-moi un peu comment ça se fait que le président de l'UPA se retrouve. Bien, vin fromage. Oui, fromage, ça doit être comme les fromages d'ici, là, qui participent un peu comme avec la Corporation de développement communautaire. En fait, ça ne sera pas juste les fromages d'ici. Les boissons alcoolisées, ça sera uniquement des produits québécois. Ah oui? Donc, et c'est des surprises que je réserve aux gens. Vous allez voir qu'on a de très bons produits québécois au niveau des vins, des cidres et des bières maintenant. Et ça aussi, c'est une façon d'encourager notre économie. C'est un peu particulier dans la région. On a Luc Berthold, qui est le porte-parole et le critique en agriculture au fédéral. Et on a M. Lessard, qui est le ministre de l'Agriculture. On a le président du syndicat. Et on a le président de l'UPA qui est aussi dans le comté. Donc, on se retrouve, c'est assez exceptionnel. Puis, on dit, bon, ben qu'est-ce qu'on fait ensemble pour donner un coup de main aux Jeux du Québec qui ont besoin de financement. Oui. Puis ça va être une grande activité en 2018 pour la région. Alors là, ça a lieu samedi. La ville et la région. Mais donc, au centre de réception du Mont-Granit. C'est ça. Donc, on dit, on fait une dégustation, on invite des gens, puis je vais faire une petite conférence sur l'ALENA et l'agriculture du Québec. Puis, mais c'est surtout une façon d'encourager notre agriculture, mais aussi d'encourager les Jeux du Québec. Alors, autrement dit, les Jeux du Québec bénéficient des 2 députés et puis du président qui sont tous dans le même coin. C'est ça. Bon, alors, Marcel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je te réinvite à nous revenir n'importe quand. C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue sur le domaine agricole, qui est un des domaines qui emploie le plus de monde au Québec. C'est le premier secteur d'emploi primaire et au niveau de la transformation manufacturier également. Donc, c'est 200 000 emplois au Québec, 400 000 emplois si on ajoute la distribution alimentaire. Merci beaucoup, Marcel. Ça fait plaisir. Vous, chers amis, je vous invite à demeurer des nôtres. Dans la semaine prochaine, nous serons de retour.